commencer, quelques mots historiques. Donc, la première description de cette pathologie date de 1977 par une équipe française du professeur Fontaine. C'est une myocardiopathie d'origine génétique. Quelques années après, on a mis en évidence les mutations génétiques. Et c'est finalement un remplacement des cellules musculaires du ventricule droit principalement par un tissu composé de fibrose et de graisse. Alors là, c'est juste pour illustrer ça. Alors, j'ai pas la souris. Hop, on va prendre ça. Vous voyez là, c'est une coupe histologique, c'est le ventricule droit, quand on le regarde au microscope, l'intérieur du ventricule, l'extérieur du ventricule, et ça c'est un cœur normal, ventricule droit normal. En rose, c'est les cellules musculaires, en blanc, la graisse qui est toujours présente à la surface du cœur. Et ça c'est la même chose, une coupe pour un patient atteint de dysplasie rythmogène du ventricule droit, et vous voyez que l'épaisseur des cellules musculaires est nettement moindre que celle d'un sujet sain, et par contre c'est le tissu graisseux et fibreux qui prend nettement le dessus. La prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas par habitant, est environ entre 1 à 2000 à 1 à 5000 habitants, avec une prédominance masculine, et l'âge de survenue est en général entre l'adolescence et la quarantaine, avec un âge moyen au diagnostic aux environs de 30 ans. Quelques mots de physiopathologie pour expliquer pourquoi on a cette pathologie-là. C'est une pathologie d'origine génétique et les principales mutations, elles affectent le desmosome, c'est-à-dire un ensemble de protéines qui permet l'adhésion des cellules musculaires les unes aux autres. À gauche, c'est un desmosome normal, vous voyez toutes les protéines qui permettent l'adhésion des cellules musculaires les unes aux autres. Et à droite, on a une mutation dans une de ces protéines-là et on voit qu'il y a un détachement des cellules musculaires et qui entraîne la mort des cellules musculaires et un remplacement par un tissu fibro-adipeux. Et cette pathologie atteint préférentiellement le ventricule droit du fait de la finesse de sa paroi et puis de la dilatation en réponse notamment à l'activité physique. Et quand le ventricule se dilate et que les cellules ne sont pas bien attachées les unes aux autres, ça aggrave la pathologie. Quelques mots de génétique, mais Caroline Tambo en reparlera après. On a environ 50% des patients chez qui on arrive à mettre en évidence une mutation génétique dans cette pathologie-là. Alors ça ne veut pas dire que les 50% autres n'ont pas la pathologie ou ce n'est pas une pathologie d'origine génétique, mais ça veut dire qu'on ne connaît probablement pas les autres mutations responsables de cette pathologie-là. C'est une pathologie à transmission autosomique dominante, ça veut dire qu'on a un risque sur 2 de transmettre l'anomalie génétique à sa descendance, mais par contre on dit qu'elle a une pénétrance incomplète et une expressivité variable. Globalement, ça veut dire qu'on peut être porteur sain, ça veut dire qu'on peut avoir la mutation, mais ne jamais développer la pathologie au cours de sa vie. Et aussi, la pathologie peut avoir une sévérité différente avec une même mutation dans une famille, et notamment liée à des facteurs environnementaux, dont on reviendra après. Quelques mots des signes cliniques. Il peut y avoir avant les symptômes une phase qu'on appelle infraclinique. Le patient est asymptomatique, mais le premier symptôme peut être une mort subite. Notamment dans la littérature, c'est entre 7 à 23% des cas, le premier symptôme de la pathologie sera une mort subite. Donc d'où l'intérêt et l'importance du dépistage. Et les principaux symptômes vont être liés aux troubles du rythme ventriculaire, qui vont être responsables de palpitations, de perte de connaissance, notamment à l'effort, voire, comme je vous disais, de mort subite. Également, il y a un autre versant possible de cette pathologie-là, c'est le développement d'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que le muscle cardiaque ne peut pas effectuer son rôle de pompe et éjecter le sang dans tout l'organisme, et ça se traduit par un essoufflement, une fatigue, des œdèmes des jambes par exemple. Le diagnostic, il ne repose pas sur un examen unique, mais plutôt sur un faisceau d'arguments, et on va rechercher des anomalies électriques. Alors on va faire un électrocardiogramme, on va rechercher des anomalies du trouble du rythme à l'épreuve d'effort, sur le Holter-ECG, sur le test Isuprel. On va également rechercher des anomalies anatomiques, à l'échographie, à l'IRM également. Normalement il y avait les films. Voilà, ça y est. À l'échographie, et l'IRM a vraiment pris une place importante dans le diagnostic de cette pathologie-là. Et on va aussi s'intéresser à l'histoire familiale, s'il y a des antécédents ou pas de cette pathologie dans la famille, et bien sûr au bilan génétique. Le traitement, il repose sur plusieurs choses, mais notamment une restriction des activités physiques intenses. Et cette étude avait montré que les patients qui avaient fait une activité physique intense, notamment d'endurance, avant le diagnostic et qui poursuivaient une activité physique intense après le diagnostic, avaient plus de risques de développer des troubles du rythme ventriculaire à gauche, c'est la courbe verte,
ou d'évoluer vers l'insuffisance cardiaque, à droite c'est aussi la courbe verte, comparativement aux patients avec la même pathologie mais qui n'avaient pas fait d'activité physique intense avant le diagnostic ou alors qui avaient stoppé leur activité physique intense. Donc c'est pour ça que la restriction des activités physiques intenses est vraiment très importante dans cette pathologie. Donc les recommandations sur la pratique du sport montrent bien que les patients qui sont atteints de dysplasie arythmogène du ventricule droit sont contre-indiqués au sport de compétition, quasiment tous, ainsi que les patients qui sont porteurs de la mutation mais qui n'ont pas développé la pathologie. Par contre, donc les sports de compétition qui sont autorisés, vous voyez, c'est des sports à faible intensité, le golf, le bowling, le curling, vraiment des sports très faible intensité. Tout le reste est contre-indiqué. Par contre, dans les recommandations, on dit qu'on autorise des activités physiques de loisir. Alors là, c'est là tout le problème de définir quelle est une activité physique de loisir. Ce qu'on dit en général, c'est d'avoir une activité physique d'entretien, sans recherche de performance évidemment, environ 30 minutes 3 fois par semaine, avec une fréquence cardiaque cible, ne jamais dépasser environ 120 battements par minute. Alors ça dépend, après c'est adapté à chaque patient. Et plutôt de faire du vélo, de la natation, un footing léger ou de la marche. Ensuite, le traitement, il va être basé sur un traitement médicamenteux en général, très souvent les bêta-bloquants. On peut aussi proposer l'implantation d'un défibrillateur pour les patients qui ont déjà fait des troubles du rythme ventriculaire, par exemple les patients qui ont fait une mort subite récupérée. On peut proposer aussi des interventions qu'on appelle des ablations par radiofréquence pour aller brûler les circuits des tachycardies, des troubles du rythme ventriculaire si ces troubles du rythme ventriculaire sont fréquents. Exceptionnellement, évidemment, la greffe cardiaque pour les formes très sévères. Ensuite, il y a évidemment une surveillance pour tous ces patients-là, une surveillance régulière, tous les 6-12 mois à peu près. On vérifie l'efficacité du traitement, on vérifie avec des examens, notamment le Holter, l'épreuve d'effort. On va évaluer le retentissement psychologique, le professionnel aussi du fait des restrictions des activités physiques. Et il y a une part aussi importante pour cette pathologie, c'est le dépistage familial. Comme je vous disais tout à l'heure, la mort subite peut être le premier symptôme de cette pathologie, donc il est important de dépister les apparentés de patients atteints. On va essayer d'éviter la mort subite, on va aussi restreindre un peu l'activité physique pour limiter le développement de la pathologie et la sévérité de la pathologie. En général, on propose à tous les patients de faire un examen quand ils veulent. Pour les enfants, même assez jeunes, on fait un électrocardiogramme, une échographie, c'est souvent normal, ça rassure tout le monde. Et on fait un dépistage vers l'âge de 10-12 ans parce que la pathologie elle se développe très rarement, voire jamais avant la puberté. Donc vers 10-12 ans, on fait des examens complémentaires pour voir s'il y a des signes de la pathologie, dans le cas où on n'a pas d'anomalie génétique dans la famille. Et si on a une anomalie génétique dans la famille, on va pouvoir proposer un dépistage génétique. Et donc si on retrouve cette anomalie génétique ou des signes cliniques de la pathologie, on aura la même prise en charge, restriction des activités physiques et puis traitement si nécessaire. Et à contrario, si on ne retrouve pas d'anomalie génétique chez les apparentés, on pourra rassurer ces patients-là qui sont souvent anxieux du fait de la pathologie familiale. Donc pour conclure, il s'agit d'une pathologie d'origine génétique qui peut se manifester soit par des troubles du rythme ventriculaire responsables de palpitations, de perte de connaissance, voire de mort subite, soit par des épisodes d'insuffisance cardiaque pour les formes très sévères. Le diagnostic il est plus basé sur un faisceau d'arguments que sur un examen unique. Et il va entraîner d'une part une restriction des activités physiques et un traitement médicamenteux, mais aussi un dépistage dans la famille. Je vous remercie de votre attention, j'espère que j'ai respecté mes 5 minutes.